tu étais silencieux depuis un moment, et puis là, waouh, quel retour fracassant sous le feu de l'enfer des projecteurs. Je vais en faire plein des comme ça, excusez-moi d'avance. Félicitations, j'ai envie de te dire, pour t'accueillir ici. C'était 70 ans du livre de poche, et ton nom qui entre dans cette prestigieuse histoire, avec le prix des lecteurs du livre de poche, catégorie polar, que tu as reçu ce mardi, c'est tout frais, pour ton livre La Saignée. Je vais évidemment... Je vais retrouver mes petits jeunes aussi. Hop, hop, je te mets la couve. Il est là. Il est là, avec ce bandeau prix des lecteurs. La Saignée, c'est tout frais, mais j'ai une première question, elle est un peu idiote, mais elle est importante. Comment tu te sens? C'est cette joie, ce bonheur, c'est juste génial. J'y croyais pas une seule seconde. En fait, la sélection était extraordinaire. J'étais en compétition avec des amis, des gens. En fait, tous les bouquins étaient d'un niveau incroyable. Et les lecteurs ont choisi le mien, les 130 membres du jury, ce qui est incroyable. Vraiment, j'y croyais pas du tout, et j'y crois toujours pas, quelque part. T'avais pas de discours dans la poche? Comment? T'avais pas préparé un petit discours? Alors, si, j'avais plein de discours possibles, mais ça allait très vite, en fait, et j'ai pas dit une seule chose de ce que j'avais prévu de dire, mais c'était très bien. Il y avait beaucoup de monde, il y avait 1000 invités. On a fait ça à l'Élysée-Montmartre. Donc les gens qui aiment bien la musique connaissent bien la salle. Et je pourrais dire que j'ai fait l'Élysée-Montmartre une fois dans ma vie. J'étais sur scène quand ils ont remis les prix. Et c'était vraiment génial. C'était une super soirée, et il y avait toute une grande partie de la profession était là. Et t'as les félicitations de tout le chat, nombreux, très très nombreux dans le chat ce soir pour t'accueillir. Tu l'as dit, c'est un jury de lecteurs en plus, 130 lecteurs. T'as envie de dire quoi à tous ces gens, et puis à tous les autres qui ont découvert tes livres, de t'avoir choisi avec ce livre La Saignée? S'ils étaient tous là avec nous ce soir, tu dirais quoi? Non, mais juste merci. En fait, alors je vais dire ce que je répète tout le temps, mais j'écris pour les lecteurs et pour les lectrices. Le seul but de tout ce que je fais, c'est d'arriver à avoir une histoire qui puisse faire passer un bon moment aux gens. C'est tout. Il n'y a aucune autre prétention dans ce que je fais. Et la meilleure des choses qui puisse m'arriver, c'est que les gens aiment ce que j'ai créé. En fait, les gens ne me doivent rien. C'est moi qui suis à leur service. Et quand les gens aiment vraiment beaucoup ce que je fais et votent pour mon texte, par exemple, mais ça m'emplit de bonheur. C'est absolument incroyable. Vraiment. Et puis en plus, à ce moment-là de ma vie, pour plein de raisons très, très personnelles, c'est vraiment plus qu'un prix, là, que les lecteurs. Alors, je ne sais pas si certains qui sont en train de regarder à l'instant étaient dans le jury et ont voté, mais merci. C'est la meilleure des choses qui pouvait m'arriver à ce moment-là. Et puis Nelly, elle résume tout. On n'aime pas tes romans, on en est fan. Ben oui, les gens sont au taquet. Est-ce que, parce qu'on va parler évidemment de ce livre, La Saignée, on va profiter que tu sois là pour en remettre une petite couche, parce que peut-être que des gens vont découvrir ce livre grâce à ce prix aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il parle, si tu devais le pitcher avec tes mots à toi, en version courte pour donner La Saignée. La Saignée. Ouais, alors c'est toujours incroyablement difficile de pitcher mes livres. Ça parle un petit peu de dark web, des sites cachés sous la surface de l'internet, des sites illégaux, de la légende urbaine des red rooms, que certains flics diront qu'elles existent, mais c'est assez compliqué à savoir exactement, et des sites où les gens payent pour pouvoir torturer en direct des personnes jusqu'à la mise à mort finale. Et un personnage de flic à Marseille va enquêter sur la découverte d'une de ces red rooms en France, alors qu'en parallèle, on suit les mésaventures d'une jeune femme qui a été policière très brièvement, qui a été boxeuse, qui a dû arrêter sa carrière, qui est aujourd'hui garde du corps, et qui est un petit peu en chute libre. Toute sa vie vraiment se fracture, et elle va pas bien du tout, et elle est en train de craquer, et elle est visiblement d'une manière ou d'une autre liée à ce site internet. Ça va être tout le mystère du livre, de voir comment les pièces de puzzle se mettent en place. C'est vraiment un suspense, un mystère. Pas si gore que ça, contrairement à ce que le pitch pourrait laisser penser sur des sites de torture en direct, mais avec pas mal de stress et d'angoisse quand même. Et Silène nous dit que de chemin parcouru depuis la fois où j'ai rencontré au Salon du Livre pour la sortie de ton Ange mort. C'est vrai que ça fait un bail que tu bourlingues dans le milieu. 2006, ouais, il y a quasiment 20 ans. Déjà. Question dans le chat, est-ce que tu as fréquenté toi le dark web pour tes recherches, pour ce livre?
très peu. J'en ai parlé et je suis allé voir des policiers et des cyber-enquêteurs, des investigateurs en cybercriminalité, un formateur aussi de la police, un hacker qui m'a expliqué des petites choses et m'a montré des petites choses. Mais j'ai essayé d'éviter d'aller dans ces endroits-là. Après, le dark web, en soi, c'est pas vraiment quelque chose d'illégal, c'est juste la partie non référencée d'Internet. C'est-à-dire que nos comptes en banque sont dans cet endroit-là, toutes les parties, tout ce qui est supposé être anonyme est là-dedans. Mais l'être humain est tel que dès qu'il y a un endroit où on peut être caché, où on peut être anonyme, les pulsions humaines et la méchanceté humaine fait qu'on arrive à y trouver des supermarchés, de la drogue, de la prostitution, des armes, des tueurs à gages. Et là, tu as Internet, YouTube qui va censurer tous les mots que je suis en train de dire et qui va te bloquer la C'est pas son vidéo. genre, mais non, c'est pas son genre. Et Et dans... donc, c'est intéressant de jouer avec ça, en fait. Évidemment. Tu mets en scène notamment un personnage féminin avec pas mal de fêlures. C'est quoi pour toi un bon personnage? Là, on parle d'Estelle Rochant. Dans tous tes livres, il y a des personnages solides, très très solides, construits sur la durée, hein, parce qu'on voit qu'ils viennent d'un passé, il y a un présent, possiblement un futur, on sait pas trop. Mais comment tu construis tes personnages? C'est quoi un bon personnage pour toi? Un bon personnage, c'est un personnage qui donne l'illusion d'être réel. Parce qu'il faut le redire quand même. Dans un roman, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas. C'est des mots sur des pages blanches. Et donc le boulot du romancier, c'est de donner l'illusion que ce qu'on est en train de lire est vrai, arrive vraiment à des vraies personnes, et si possible des personnes auxquelles on peut s'attacher. Même quand ce sont des salauds, même quand, comme Estelle, ce sont des personnes vraiment très violentes, en pétage de plomb, et on n'a pas vraiment envie d'être comme ça, mais qu'on puisse les comprendre, qu'on ait envie de les accompagner. Et donc, c'est ça, faire un bon personnage, c'est un personnage qui paraît réel, encore une fois, en sachant qu'un roman, c'est pas la réalité. Dans un roman, on parle en dialogue, il y a des scènes d'exposition, c'est vraiment un découpage différent de la réalité, mais il faut que le tour de magie fonctionne et qu'on ait l'impression d'assister à des tranches de vie. Et que ces tranches de vie nous parlent pour des raisons diverses et variées. Et que, j'espère, une fois qu'on referme le livre, une partie de ces parcours de personnages reste avec nous et s'ajoute à notre expérience. Et qu'on puisse, au bout d'un moment, finalement, réfléchir à ce qu'on est en train de faire nous par rapport à ce que des personnages de fiction ont fait. C'est là où on voit que le personnage était vraiment réussi. Et le Belge Kili, qui était avec nous juste avant, nous dit un personnage qu'on aime retrouver, qui semble être réellement, ou qu'on aime détester, bref, un personnage qu'on n'aime pas, mais qui pourrait exister, qui laisse pas indifférent. C'est un peu ça le principe. Bah, toi, c'est un peu la marque de fabrique, hein, il laisse pas indifférent. C'est une question dans le chat aussi qui revient souvent, mais tu glisses des clins d'œil comme ça, des confrères du thriller dans tes livres. C'est devenu un petit jeu entre vous, ou est-ce que ça t'est venu spontanément? Parce qu'on voit passer des noms comme ça. Non, c'est pas un petit jeu, je pense. C'est tentant quand on est en train de créer quelque chose, quand on est en train d'imiter la réalité. Donc on prend, enfin, en tout cas dans mon cas, je prends des lieux qui existent. Quasiment tous les lieux que l'on peut lire dans ce livre ou dans tous mes autres existent vraiment, on peut les visiter. La temporalité est réelle, donc je prends des calendriers, j'essaie de voir à peu près le temps qu'il faisait, les éléments politiques à ce moment-là, pour ne pas dire de bêtises. Les salons du livre qui se sont réellement produits, par exemple, puisque dans La Saignée, il y a un personnage qui est romancier. Et donc, en décrivant la réalité, forcément, à certains moments, on est appelé à faire glisser des éléments du réel dans le roman. Moi, ça m'amuse. Je sais pas si les gens s'en rendent compte réellement, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de la réalité. Forcément, quand je cite des collègues, on comprend que voilà, ce sont eux. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent réellement de la réalité. D'ailleurs, il y a une anecdote pour le moment où j'ai eu l'idée de La Saignée réellement. J'ai habité très brièvement à Vers-sur-Marne, où commence le roman. Je faisais mon jogging tous les matins au bord de la, comment ça s'appelle, de l'espace, la base nautique, hein, très exactement, la base nautique de Vers-sur-Marne. Et ce sont à ces moments-là où l'esprit est dans une sorte d'auto-hypnose et où les idées viennent, en fait. Un petit peu comme quand on est au volant sur l'autoroute ou sous la douche, c'est souvent les meilleurs moments pour avoir les idées, en fait. Et là, en courant, j'ai eu l'idée de cette jeune femme qui courait à ce moment-là, et tout le personnage est un petit peu apparu comme ça. Et c'est pour ça que la première scène où elle apparaît dans le roman, on la voit en train de courir à l'aube, pile à l'endroit où je courais.
Et si on relit bien la scène, elle croise un garçon aux cheveux longs attachés, avec un t-shirt de métal en train de courir et ils se croisent. C'était en plus moi dans mon propre livre. Mais c'est comme ça que les idées viennent en fait. C'est vraiment ludique hein, et pour moi, c'est la seule manière de créer. Et on va en parler un peu après avec du feu de l'enfer, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire aussi. On parlait de caser les noms des copains dans les livres. Tu partages aussi régulièrement des conseils de lecture, parce que les gens qui te suivent sur Facebook, Instagram, vous avez les liens dans le chat, mais je pense que vous y êtes déjà. Mais n'hésitez pas, si c'est pas le cas. Tu partages aussi des conseils de lecture avec ta communauté. En quoi c'est important pour toi, le partage ? J'ai l'impression que c'est très important. C'est une impression peut-être. Oui, parce qu'on est dans la création et dans ces aspects ludiques que j'évoquais, c'est l'autre et l'essentiel. Quand j'écris ne serait-ce que dans mon rôle d'auteur, je n'existe que grâce au lecteur. Et ça, je l'ai dit et répété, mais c'est pas une posture, c'est juste un fait. En fait, un bouquin n'existe que s'il est lu. Un auteur n'existe que s'il a des lecteurs. Donc j'écris pour les lecteurs. Et réciproquement, les lecteurs ont besoin de moi aussi pour s'évader, pour avoir des histoires. Donc il y a cet échange qui est permanent. Et de plus, c'est aussi quelque chose que j'ai dit souvent, mais moi, quand j'écris, donc quand je crée ces fameux personnages, je fais la moitié du boulot. En fait, c'est dans l'esprit du lecteur que tout le reste est fait, que les personnages prennent corps, que les choses existent réellement. Donc c'est quelque chose qui peut pas être à sens unique en fait. Donc l'acte d'écriture et l'acte de lecture sont indissociables. Et à cela s'ajoute le fait que moi je suis fan. C'est un boulot de passion que je fais, mais si je fais ce boulot-là, c'est parce que moi, à la base, je suis fan de musique, je suis fan de littérature. Je trouve ça génial d'adorer quelque chose, de meubler sa vie avec de la création faite par les autres. Alors, donc, question aussi, c'est en lien, mais dans le chat, on me dit, c'est pas la première fois que tu reçois un prix. Celui-là, il est tout frais. On se demande, mais ça change quoi ? Il se passe quoi quand on reçoit un prix dans les 48 heures qui suivent ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce que ton agenda tout d'un coup se remplit de dédicaces ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un auteur qui reçoit le prix des lecteurs du livre de poche ? Est-ce que tu le sais déjà ? Chaque prix, c'est un bonheur absolu. Mais celui-là, il est vraiment extrêmement important à double titre. Pour moi, pour mon ego, comme je le disais tout à l'heure, hein, le fait de recevoir un prix de la part des lecteurs, c'est incroyable. C'est pour eux que je fais tout. Donc quand ce sont les lecteurs qui choisissent, qui distinguent, ça, pour moi, c'est un prix qui est beaucoup plus important que les autres. Ça, c'est pour moi. Pour l'aspect professionnel, le prix des lecteurs du livre de poche, c'est quelque chose d'extrêmement ancré, important, qui effectivement, comme tu disais, ouvre la porte à plein d'appels et d'invitations. Au niveau professionnel, c'est quelque chose de très important. Également, c'est le livre de poche qui chapeaute tout ça, qui organise ça. Donc, il y a des remises en place des romans dans toutes les librairies de France et de Belgique, pour le coup. Donc, c'est vraiment un prix qui est très très important à tous les niveaux. C'est pas juste un prix. Ça redonne une deuxième vie au livre de manière importante. La première était déjà folle, la deuxième va l'être encore plus. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. T'as une actualité très chargée, du Feu de l'Enfer sort en poche aussi, c'est au livre de poche également. On va évidemment en parler dans un instant, mais avant, petite interlude avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Ben oui, c'est pas parce qu'on a des petites minutes de retard qu'on va s'en priver, les gens adorent ça. Vous pouvez évidemment dans le chat jouer avec nous, mettez toutes vos réponses puisque Cédric les voit pas, comme ça il peut pas tricher. Il ferait pas ça de toute façon. Mais si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en 2 mots ? Un livre de chevet, c'est super compliqué. Le Royaume des Devins. Je l'ai souvent cité, mais voilà, de Clive Barker, parce que c'est un livre qui a été très très important dans ma vie. Du Clive Barker, les gens te connaissent bien quand ils anticipent. Ah ben oui, non, mais Clive Barker, voilà, il a fait ma vie, et voilà, et ce livre-là, c'est le genre de livre qui, surtout à un adolescent que j'étais, qui te dit vraiment, ouais, tu as le droit. La littérature, c'est ça. La littérature, ça dépasse du cadre. C'est quelque chose de bien plus grand que ce que l'école t'a appris jusque-là. En fait. C'est vraiment de la liberté à l'état pur. Et ouais, donc le Royaume des Devins symbolise un petit peu ça. Veggie Lucas nous dit Alice au Pays des Merveilles. Bah oui, ça va au-delà du monde qu'on connaît, c'est très bien. On est dans le thème.
Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, j'ai une vague idée. Poche, grand format, e-book audio, bande dessinée, tu peux nous inventer Ah, ce que tu veux. Quel format serais-tu? non, très traditionnel, le grand format. Si, cartonné, ce qui se fait enfin, de moins en moins, les dos durs, qui se font de moins en moins parce que ça coûte cher, avec les dust jackets dessus. Donc, comme les anciens livres. Les livres de mon adolescence, en fait, c'est très nostalgique tout ça. C'est les Stephen King, les Clive Barker que j'avais voilà, en dur, qu'on trouve très peu, sauf les éditions maintenant collector. Donc ce serait ce format-là, très traditionnel. Si tu étais une caractéristique d'une maison d'édition que tu aimes particulièrement, quelle caractéristique à quoi fais-tu très attention chez les éditeurs? La passion, l'engagement, le fait, parce qu'il y a les éditeurs, c'est comme les êtres humains, il y a de tout. Il y a des tirs au flanc, il y a des gentils et des méchants, comme dans le monde de Candy. Et en fait, une équipe qui aime les livres et qui les pousse, qui est pas juste là ou pour faire de l'argent ou pour pointer le matin, faire son travail et repartir, des gens qui sont là pour défendre les livres. Et des gens extraordinaires que j'ai rencontrés souvent aux éditions Fayard notamment, mon éditrice que je salue, Alexandrine Audouin, qui est une personne comme ça. Si tu étais un rayon, si j'étais un rayon dans une librairie. Ah ben le rayon horreur, on va mettre là-dedans, hein. Horreur, thriller / horreur / angoisse. Un marque-page original, avec quoi marquerais-tu la page? Une lame de tarot, la lame de la mort, ce serait encore... On va en parler de tout ça. Si tu étais un personnage qui n'existe pas, film, roman, tout ce que tu veux, série, carte blanche, c'est ça la boîte. Genre, le roi Conan, pareil, je l'ai souvent dit, mais ouais, pareil, mais pareil mon adolescence, c'est là où tout vient. Enfin, ou Conan, ou le prince Elric. C'est un petit peu l'opposé, tout en étant un petit peu la même chose. L'opposé en dépressif. T'as un côté nostalgique, comme ça? Un petit côté nostalgique? Ou pas spécialement? Les lectures de quand j'avais 14 ans, 15 ans, c'est les lectures qui nous construisent pour tout le reste de notre vie, je pense. T'imagines qu'il y a des jeunes qui nous écoutent peut-être ce soir et qui te citteront si un jour je les interroge en disant j'ai lu Cédric quand j'étais à l'école. Il y en a déjà qui... Mais c'est fou, ouais, c'est dingue. Hein. Je suis déjà un dinosaure. Hein. Non, mais c'est important. Non, mais c'est ce que mais en plus, c'est super sain. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important d'être fan. Vraiment d'aimer quelque chose, de pouvoir dire ce livre-là, ce disque-là, ce film-là, il a changé ma vie, il a accompagné un deuil, je sais pas, une époque, là, quand on a eu 20 ans. Enfin, c'est super important d'être fan de quelque chose, de s'accrocher à des choses. Après, je dis ça parce que je suis aussi très fétichiste et que je m'accroche aux symboles. C'est aussi pour ça que je suis devenu écrivain, en fait. Je vois du sens, je vois des symboles partout et je joue avec. Si tu étais un temps de conjugaison. Ah, justement, j'alternerais en fait entre le présent et le passé simple. Peut-être le présent, en fait, finalement. J'ai commencé à écrire des bouquins au passé et de plus en plus j'écris au présent. Ça doit vouloir dire au niveau psychanalytique quelque chose de très important. Et ça va te faire plaisir, mais on parlait d'école il y a 2 petites secondes. Nelly nous dit Cédric m'a redonné goût à la lecture quand l'école m'en avait dégoûté. Merci, Cédric. Et l'enfant des cimetières. C'est vrai que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi. Merci. Par celui-là aussi. Si tu étais... Eh ben on va rester sur la saignée, soyons fous. La bande-son de ce roman. T'y mettrais qui? Quoi? Quel morceau? Quel groupe? Quel instrument? Dans la saignée. La saignée. Ouais, la saignée, sur tout ton parcours, si t'as envie. Et le son ça dépend de chaque... La saignée, c'est vraiment le côté... ce serait assez ambiante, industrielle. Je pense à la bande originale du film Sinister, pour ceux qui l'ont vu. Des choses très... Ouais, de l'ambiance très... qui racle, hein, des boucles très malaisantes. Quelque chose de très grésillant. Si tu étais un signe de ponctuation. Alors, si j'étais un signe de ponctuation...
le point. C'est bien le point. C'est C'est bien le vrai, point. ça dit les choses. Il y en a que je ne saurais jamais. Le point-virgule ne sert à rien. Je suis pour l'interdiction totale et définitive du point-virgule. Alors, fais attention. Moi, je te fais ça entre nous parce que tu suis, à mon avis, pas toutes les émissions, mais il y a un vrai clan. Il y a un vrai clan pour le point-virgule. Moi, j'en ai jamais mis dans un seul de mes livres, mais pas un. Hein. Mais il y a une vraie communauté qui milite pour le point-virgule. Et c'est beau, c'est très très beau, parce que Les points-virgules, alors je me c'est fais un des amis, débat mais sans fin. je pense que c'est à peu près aussi insupportable pour moi que les notes de bas de page. C'est à peu près du même niveau de réflexion immédiat qui me donne envie de refermer un livre. Non, Tu vas te faire plein d'amis, et moi aussi j'adore faire ça. Si tu étais un verbe pour terminer ce petit questionnaire avant de parler du feu de l'enfer, un verbe parmi tout notre beau Becherel, lequel choisirais-tu? devenir. Voilà, c'est un verbe. C'est un très très beau verbe. Je le disais. Hop, du feu de l'enfer, sans transition. Parlons de cette sortie poche de ce roman qui te tient aussi particulièrement à cœur, que moi j'ai pris en Islande avec moi pour me réchauffer pendant mon... Je me suis dit, feu de l'enfer, c'est bon, je prends. Eh ben j'ai pas été déçu du voyage. Première question qui va te renverser à nouveau par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman sans trop divulgation, évidemment. Difficile à faire. Oui, alors, je confirme. Ce roman parle d'une secte satanique à Montpellier, donc dans le sud de la France, aujourd'hui. Une secte qui a déjà existé, que j'ai repris, et où un frère et une sœur, donc le personnage principal étant la sœur, Manon, vont être, bien malgré eux, poursuivis par des membres de cette secte. Voilà. On va résumer ça comme ça. En fait, la sœur essaye de se prendre en main. Comme souvent dans mes romans, c'est une fille un peu fragile qui a des choses à se prouver, mais qui a toujours été là pour son frère, qui est très sérieuse. Son frère est un petit con, un petit délinquant. Et sa sœur a passé sa vie à le sortir des problèmes. Et au début du roman, ça recommence. Il s'est séparé de sa copine en plein milieu de la nuit. Il vient voir, il tambourine à la porte de sa sœur. Il est ivre mort pour pouvoir passer la nuit chez elle. Sa sœur lui jure que c'est la dernière fois. Elle le laisse dormir chez elle. Et au petit matin, le voisin du dessus s'est suicidé. Et c'est que le début de dominos qui vont tomber les uns après les autres et qui vont remonter à encore une bêtise qu'a fait en fait Ariel, le frère de Manon. Et je vois dans le chat, ça donne très 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 envie. Et allez-y, franchement, c'est un roman qui pourrait, quand on t'écoute le pitcher, je sais pas si ça saute aux yeux, mais en l'ayant lu, ça pourrait se passer aux États-Unis. Mais c'est dans le sud. C'est important pour toi d'ancrer. Non seulement ça se passe donc à Montpellier et autour, c'est pareil une ville où j'ai vécu en fait. Tous les lieux que je décris dans le bouquin existent. Dans ce livre-là, je n'ai rien inventé. Tout ce qui est raconté est en fait un amoncellement de faits divers que j'avais compilé depuis un petit moment. Des chiens et d'autres animaux retrouvés mutilés dans le sud, des maisons squattées, des soirées très chaudes, des notables, des hommes politiques auraient fait des orgies qui parfois peuvent déraper. L'actualité a regorgé d'exemples comme ça. Enfin, j'ai pris plein de choses. C'est pas du tout un roman à clé, c'est pas du tout fait pour dénoncer quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai utilisé plein de choses en me disant, mais avec ça, je peux faire une super histoire extrêmement flippante, extrêmement parano, évidemment. Il y a un petit côté complot quand même derrière. Et le livre est sorti comme ça. Mais il me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est un de mes meilleurs livres. Si les gens qui regardent ne connaissent pas ce livre, je les encourage. Surtout si vous ne me connaissez pas du tout, essayez celui-là. C'est une très très bonne porte d'entrée dans mon univers. C'est une histoire d'horreur. Parce que malgré tout, c'est classé en polar, mais j'écris de l'épouvante. Et je l'ai toujours assumé. Et c'est un slasher dans les règles. Il y a vraiment toutes les règles de A à Z des films de type slasher. Parce que j'adore les codes et j'adore jouer avec les codes. Tu disais, travail colossal de recherche, une compile où la réalité dépasse un peu la fiction parfois d'ailleurs. T'as un bureau plein de post-it et des faits divers accrochés comme ça un peu partout. Là, je ne pas parce que là, on est dans mon salon en fait. Et mon bureau est couvert de post-it, de choses collées sur les murs que je compile. J'adore ça.
Qu'est-ce mon qui attire côté. ton attention généralement quand tu lis un fait divers? C'est quoi qui retient ton attention? Ou autre chose d'ailleurs, un objet, une Non, c'est juste que je rencontre? me dis, tiens, ça, je pourrais. C'est tellement dingue que je pourrais l'utiliser. Surtout, il y en a plein. Et souvent, d'ailleurs, les faits divers sont pas expliqués, en fait. Et c'est ce qui fait en plus la magie de la littérature, c'est que dans la vie, on n'a jamais les réponses. On sait que des étudiants auront tué une de leurs collègues, l'auront mis dans de l'acide et ça n'aura pas marché. Des trucs, ça, c'est un vrai fait divers toulousain. Mais parce que contrairement à la fiction, justement, c'est pas aussi facile de dissoudre encore. Donc c'est vraiment ça symbolise la bêtise des êtres humains. Mais en fait, on ne saura jamais pourquoi, comment, alors que dans une histoire, il y a le côté, c'est juste horrible. Hein. Et je dis pas du tout que c'est pas du tout sexy. Hein. C'est vraiment affreux ce genre de fait divers. Mais dans un livre, on a la possibilité d'expliquer pourquoi, de découvrir les motivations des personnages, d'avoir quelque chose en 3 actes, hein, puisque encore une fois c'est de la fiction, donc c'est construit, et il y a une conclusion, il y a une morale entre guillemets, et c'est extrêmement rassurant. Et donc j'essaie de faire ça, de prendre des choses du réel, de le transformer en histoire qui n'existe pas, mais qui au final, quand on les a lus, font écho à des émotions qu'on a eues, j'espère, et à des questions qu'on s'est posées, et à des expériences qu'on a eues, et ça nous permet peut-être de mieux travailler ces questions pour nous. C'est comme ça que en tout cas, je vois la littérature. C'est comme ça que moi, j'en consomme, et que j'en ai besoin en permanence, pour me Alors, reconnaître dans les choses. il y a Manon, il y a Ariel, frère et Ouais, sœur, et ça va ouais. parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. Quand on lit, on pourrait se reconnaître dans certaines scènes. C'est un lien qui t'inspire, le lien frère et sœur, la famille, fratrie, etc. C'est quelque chose qui C'est parle à beaucoup de monde en tout cas. mais la responsabilité, et la responsabilité de nos actions. Et ouais, c'est important, donc c'est important de jouer avec ça. Je joue avec les relations familiales dans tous mes livres, mais de manière différente, mais parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Dans un livre, au-delà des scènes d'action, des scènes de gore, de ce que vous voulez, un bouquin, ce sont des sentiments, ce sont des émotions plutôt. Et les émotions, on les a au travers de notre famille, de nos amis, des conneries, de nos actes débiles que l'on peut faire et qu'on doit rattraper après. J'ai écrit Vindicta qui était basé sur ce même modèle. Hein. Voilà, les relations humaines sont au centre de toutes les histoires qu'on invente. Depuis les Grecs, depuis les tragédies grecques, on y revient toujours depuis la guerre des étoiles avec Luke, qui est le fils de Dark Vador. Enfin voilà, ça marche parce qu'on a ça au fond de nous. Et c'est ce que et encore une fois, c'est ce que l'on recherche quand on regarde un film, quand on lit une histoire, quand on va voir une pièce de théâtre. Même à un autre niveau, quand on écoute de la musique, ça doit faire écho à notre héritage, à nos responsabilités. C'est ça que la création puise tout le temps là-dedans, dans ces émotions-là. Merci Veggie Lucas pour le chin chin, je bois à ta santé du coup, qui a utilisé ses points de chaîne pour qu'on puisse se réhydrater, c'est très important. J'ai un message pour toi, alors attends, je lis ça. J'ai découvert et adoré Cédric grâce à Ludo, donc Ludo Manjou, qui a organisé des lectures communes de tous les livres de Cédric dans l'ordre de parution. Je pense la saignée, ça doit être le 10e, si je dis pas de bêtises. Donc il y a déjà beaucoup de lectures communes. Un grand merci, mais bien sûr qu'on peut lui dire, évidemment, t'as une communauté quand même très forte. Ça fait quoi, des gens qui te suivent comme ça ou qui te découvrent massivement maintenant avec des lectures communes et qui intègrent ton parcours finalement et qui t'accompagnent sur ce chemin incroyable. Non, c'est juste de la chance. C'est juste de la chance et j'ai conscience de cette chance. En fait, pareil, je l'ai toujours dit souvent et répété, mais c'est important. J'ai une double chance. J'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter des histoires. Et ça, c'est ma première chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sans vraiment trouver leur passion. Et la deuxième chance, c'est que ça plaît suffisamment aux gens, et donc que les gens achètent mes bouquins et que ça me permet de vivre, hein, de payer mon loyer et de pas avoir à faire un boulot que je déteste à côté. Et j'ai vraiment, c'est une chance inouïe, j'en ai conscience. Et je remercie en permanence les lecteurs parce que c'est grâce à eux que je peux faire ça. Et je reviens à ce que je disais au tout début, un écrivain n'existe que grâce aux lecteurs. Le succès d'un livre, c'est pas les pubs, même les éditeurs, les gens vont aimer ou pas, vont en parler, parce qu'encore une fois, sur l'aspect de partage et d'échange qu'on a évoqué tout à l'heure, lire, c'est un acte social. Parce qu'en apparence, on lit tout seul dans notre coin,
Mais dès qu'on a aimé, ou pas d'ailleurs, on va en parler à notre famille, encore une fois, à nos amis, en disant ah, lis-le, c'est génial, ou ce bouquin est une grosse merde, surtout ne le lis pas, ou les personnages sont super, ou ces personnages m'ont énervé, ils m'ont fait penser à toi et à mamie. Et, enfin, et ce qui est génial avec les réseaux sociaux aussi aujourd'hui, c'est qu'en plus, il y a des groupes de lecteurs, de lecture, qui font des lectures communes, qui partagent leur lecture. Enfin, tout ça, c'est bien la preuve que la lecture, c'est un acte social. Et même, j'avais beaucoup rigolé quand j'étais allé dédicacer, c'était à Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe. Il y avait des lectrices c'était les Mordus de Thriller, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutez à l'instant, je vous salue, des lectrices qui ne se connaissaient pas physiquement et qui étaient venues des quatre coins de l'île. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient allées au resto juste avant de venir à ma dédicace et qui s'étaient rencontrées comme ça, en vrai, en chair à os, grâce à un groupe de lecture. Donc c'est absolument génial, et ça, c'est les livres qui permettent ça. Et question de Stéphane, mais qui revient un peu partout, écrivain, c'est ton métier unique depuis presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas par contre. C'est important de dire et de répéter que c'est un vrai métier, parce que c'est un débat qu'on a de temps en temps. On entend parfois dire que c'est un hobby, éventuellement ça paye une facture, mais c'est important de dire et de répéter que c'est un métier, et que toi tu le fais depuis très longtemps. Ça peut être un hobby, on a tous des hobbies, moi je vais courir, je peins, mais mon métier c'est romancier. Mais parce que c'est plus que... Enfin, c'est deux choses. En fait, pour moi, écrire, être romancier, c'est une passion et c'est un métier. Donc c'est un métier, mais c'est encore plus qu'un métier. Et c'est un paradoxe vraiment très, très bizarre parce que je ne serais pas payé, je le ferais quand même. C'est là où le paradoxe réside. Et en revanche, pour moi, c'est la chose la plus importante que je fais de ma vie. Donc c'est aussi important que je sois payé pour ça à un niveau intellectuel. Je me dis, voilà, ce que je fais a de la valeur. Alors que quand c'est un hobby, c'est pas grave. Hein. Si je le bâcle, si ça intéresse personne, c'est pas grave. Là, pour moi, mes histoires, c'est vraiment des choses super importantes pour moi. Je les sors de mes tripes. Hein. Je passe 1 an, voire plus, à rédiger, à relire mais 100 fois, 200 fois mon texte, hein, pour qu'il soit En fait, la littérature, pour moi, c'est le meilleur que je peux donner. C'est la meilleure version de moi-même. Donc ça, voilà, ça dépasse un métier, un simple métier, mais c'est donc un métier parce que je me lève le matin et je bosse. Parce que c'est ce que j'ai choisi aussi. C'est un métier dans le sens où j'ai choisi de faire ça et où j'aurais trouvé dégradant d'accepter de faire un autre métier comme j'ai eu dans ma vie, dans lequel j'étais pas heureux, en fait, de me dire j'ai une vie de merde, mais après le soir je peux me faire plaisir. Pour moi, c'était hors de question. Je voulais que ma vie soit faite de plaisir, de choses positives et d'invention, et je m'en suis donné les moyens. En bossant. Parce que les gens aussi ont cette image romantique de l'écriture, de l'auteur un peu en état d'ébriété qui à 3 heures du matin va écrire un chapitre et avant de sortir. C'est pas ça l'écriture. Hein. L'écriture, c'est du boulot. Hein. C'est des mois et des mois de préparation, de réflexion, d'écrire 10 fois la même scène et elle marche pas. Ou de se dire, bon, en fait, mes 50 pages sur lesquelles je bosse depuis 1 mois ne marchent pas. Je les mets à la poubelle et je recommence. C'est super exigeant, en fait, parce qu'au final, et je reviens toujours à la même chose, tout ça, c'est pour le lecteur qu'on fait. C'est aussi pour ça que c'est un métier. Je fais pas que ça pour me faire plaisir à moi. Tout ce que je fais, c'est pour que le lecteur ait entre les mains quelque chose de parfait, ou en tout cas la meilleure chose que je puisse donner à ce moment-là. Et c'est en ce sens que c'est un vrai métier très exigeant. Et au-delà de ça, je suis pas tout seul. C'est-à-dire que moi j'écris, mais il y a effectivement l'éditeur qui va mettre en page, trouver une couverture, il y aura les représentants qui sont très importants pour mettre les bouquins en librairie, tout le réseau des libraires qui va aussi mettre en avant les livres et les défendre. Enfin, la chaîne du livre, c'est énormément de gens qui travaillent, c'est pas juste l'auteur dans son coin qui fait son livre, voilà. Et merci pour le follow mail. Les gens continuent. Je suis en train de... Parce que David Bello, qui nous rejoint juste après, c'est un amour, David. Il dit, oui, vous avez eu un petit problème de son, on continue encore un peu. Merci beaucoup. Restez bien, parce qu'après, on continue. Et puis, on va faire une petite transition, si t'as encore 2 minutes après. Je veux pas trop déborder, évidemment, mais... Parce qu'on a quand même un truc à te montrer. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais lui, oui, en tout cas. Je te propose que on revienne quand même 2 petites secondes du feu de l'enfer. Dans le titre, on retrouve le mot enfer. Et qui dit enfer dit croyance, mythologie. C'est un terrain de jeu que tu affectionnes particulièrement, mais pourquoi ?
Qu'est-ce qui t'attire dans tout ça? Alors ça, ce serait une longue question Oui. de psychanalyse aussi. Je ne sais pas. Les symboles, les symboles ont notre. En plus, pour le coup, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne jusqu'à maintenant. C'est en train de changer, mais donc nos référents culturels, c'est le bien, le mal, très binaire, très biblique. Et je joue avec ça, la culpabilité, l'œil de Dieu qui nous suit quand on fait quelque chose de mal. Et je reviens à ce que je disais sur les romans qui sont en fait des émotions. On écrit des livres pour parler de l'être humain. Et l'être humain, souvent, a des considérations qui sont très, très religieuses, finalement. Le bien, le mal, la vengeance. Tout est dans la Bible, en fait. En fait, toutes les histoires sont dans la Bible. On ne fait que les réécrire à notre manière, chaque auteur peut le connaître. T'as déjà eu peur de ne pas remonter d'une plongée quand tu commences un projet? Tu rentres dans la noirceur, tu lisais horreur bien souvent, même si on Ouais. met du thriller là-dedans. T'as déjà eu peur de commencer et de pas en remonter, de rester... Non. Et là, je reviens au mot que j'ai utilisé dès le Mhm. début, c'est lutte. C'est je m'amuse. C'est du boulot. Je m'arrache ça au fond de ma viande, mais c'est du jeu en fait. C'est pas sérieux. Et effectivement, à la fin, quand j'arrive au point final, c'est juste de la jubilation d'avoir enfin fini, parce que pareil pour les gens peut-être qui regardent et qui écrivent de leur côté, le plus facile c'est de commencer, le plus difficile dans l'écriture c'est de pas baisser les bras et d'arriver à la fin. Donc en fait, quand on arrive enfin à avoir une fin satisfaisante, qui soit à la fois surprenante et satisfaisante, et que je puisse mettre le point final, je suis super content en fait. Donc il y a pas du tout de retour à la surface. Je fais la danse dans mon salon de dire ça y est, j'ai fini mon bouquin, je vais pouvoir l'envoyer à mon agent et je vais pouvoir penser à quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est vraiment quand je suis dans l'écriture, je suis dedans, je suis à fond. Mais en fait, dès l'instant où je suis arrivé à finir ce que j'ai commencé, c'est juste de la libération. Et, y a pas, je reste pas enfermé dans les ténèbres que j'ai décrites, heureusement. Tu dis parfois que ton but, c'est pas de choquer, mais de divertir et d'en donner aux lecteurs pour leur argent. C'est important aussi. Comment tu sais ce que veulent les lecteurs? Comment tu places le curseur C'est de l'instinct? On ne sait pas et personne ne le sait. Les éditeurs en ont aucune idée. Les éditeurs publient des bouquins que eux aiment, sans savoir si les lecteurs vont adhérer ou pas. Donc moi, mon truc, c'est que j'essaie d'écrire le livre que j'aimerais lire. Ce qui explique aussi l'évolution progressive de tous les bouquins, parce que mes centres d'intérêt évoluent, ce que j'ai envie d'avoir comme divertissement évolue. Et mais vraiment, c'est ça. Je me dis, si moi j'arrive à être complètement aspiré dans mon histoire, j'espère que le lecteur lui aussi va fonctionner. Et c'est vraiment comme ça que j'essaie de voir le curseur. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais sur le fait de ne pas choquer, c'est je ne décris que ce que je juge être indispensable pour l'histoire. En gros, si quelque chose sert l'histoire, si on a besoin à ce moment-là de voir quelqu'un avoir la tête transpercée par une perceuse, je ne sais pas, en gros plan, parce que si on enlève ça et qu'on ne comprend plus l'histoire, ou l'enjeu en fait émotionnel, il faut le décrire. Si on l'enlève et que ça ne change pas le côté émotionnel de l'histoire, en général, j'enlève ce genre de scène. Ça m'arrive d'en écrire des choses horribles comme ça et de couper après en me disant en fait je l'enlève, ça change rien à l'histoire. Et du coup, ça évitera que certains lecteurs grincent trop des dents et ferment le bouquin. Mais T'aurais par pu contre, être coach il y a Cédric. Le coach Cédric. Un peu non, comme Philippe Etchebest. Tu te vois coacher des gens qui sont dans l'écriture et qui... Non? non, c'est trop facile de donner des conseils comme ça, mais c'est dur. Non, je suis pas coach, je suis romancier, c'est déjà bien assez dur. Est-ce que ça Et j'essaie d'être t'énerve le meilleur quand, témoin quand... des gens. Parce que toi, tu dis souvent dans tes interviews le côté divertissement, tu veux faire passer un bon moment dans un genre particulier, mais un bon moment quand même. Ça t'énerve quand on met une teinte un peu négative sur ce mot-là, divertissement? Parce que parfois, c'est pris d'une manière péjorative. Est-ce que ça peut t'agacer un peu? Non, j'ai absolument aucune opinion là-dessus. Enfin, moi, je sais ce que je pense, je sais ce que je crois, et après. Mais et encore une fois, on évoquait l'école tout à l'heure, ça vient de l'école. Hein. Ça vient de une mauvaise vision de l'apprentissage scolaire qui, à un moment donné de nos vies, nous a donné l'impression que
si une œuvre d'art était chiante et incompréhensible et vraiment en fait pas intéressante, en fait, que c'était très intellectuel et que c'était ça l'art, et que si c'était agréable, si on s'y reconnaissait, c'était pas bien. Ce qui est une bêtise monumentale. Le divertissement, c'est la chose la plus riche. En fait, il n'y a que le divertissement qui traverse les millénaires. Hein. Les siècles et les millénaires. C'est une histoire que les gens aiment, que les gens vont, justement, encore une fois, c'est les lecteurs, c'est le public qui va conserver les histoires et va les garder, va leur faire traverser les décennies, les siècles. Tout ce qu'on a gardé de la littérature classique, c'était le plus divertissant de l'époque. Et ça, c'est clair et net. Les choses intellectuelles vendues à 10 exemplaires aujourd'hui, déjà un an après, tout le monde les a oubliées. Les Stephen King, les Edgar Poe, tous les classiques, même les Shakespeare a été écrit pour divertir. Enfin, c'était du divertissement, clairement. Et c'est ce que l'histoire a conservé. En tout cas, cette couverture, elle donne envie de frapper à la porte. Je ne sais pas vous, en tout cas dans le chat, vous avez l'air aussi d'avoir envie de frapper à la porte. Il nous reste 1 minute, et puis on va accueillir David ensemble, parce que c'est plus sympa quand on est tous réunis, et on a un petit truc pour toi. Un petit mot quand même, parce que j'ai vu passer il y a très peu de temps qu'il était en cours d'enregistrement pour la version audio, et je me priverai jamais de montrer une de tes couves. Un petit mot sur Vendicta, ça a vraiment marqué un moment important dans ton parcours d'auteur. Il continue sa petite vie, hein, même très 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 bien. Et ce fameux livre audio, alors qui est en cours, je sais pas si tu as envie de nous en dire un mot, et de quoi parle ce livre pour les gens qui ne savent pas. Quasi finalisé en fait, le livre audio, donc il va sortir, on en reparlera dans pas longtemps, je pense, j'ai pas tous les éléments, mais je sais qu'il a enregistré avec plein de lecteurs, ils ont essayé quelque chose d'assez couillu, je trouve, qui marche super bien. Et c'est HarperCollins qui a fait la version audio, donc le même éditeur qui le propose à la poche. C'est une histoire de vengeance, c'est un slasher à nouveau, hein. Enfin, j'écris des slashers, je vais le dire à chaque livre, mais donc avec un tueur masqué, et qui massacre des gens. C'est mon livre c'est le livre dans lequel j'ai tué le plus de gens, si on fait le compte, je pense, c'est sûr. Tu gardes des comptes ? T'as un petit tableau Excel caché quelque part là. Je devrais. Ça me fait penser à Total Recall, avec le nombre de morts. Oh, ça date, mon dieu. C'est ça. Non. Mais écoute, c'est une idée, je la pose comme ça. Comment ? C'est une idée, notez les petits... C'est une idée. Mais en tout cas, non, Vendicta, c'est un des livres les plus simples, en fait. Le plus direct, le plus simpliste même. Et c'est un de mes livres qui a le plus de succès encore aujourd'hui, que j'adore, qui est un livre sur tous les mauvais choix qu'on fait. Que des personnes qui font à chaque fois le mauvais choix et des catastrophes sur des catastrophes. Et c'est une grosse course-poursuite du début à la fin. Avec des centaines de litres de sang toutes les pages. T'as des candidatures aussi. Mademoiselle Evely nous dit « Cédric, assassine-moi, s'il te plaît. » Voilà, tout va bien. Et pourquoi pas. Est-ce que, j'imagine les lecteurs aiment bien aussi peut-être se retrouver dans les livres. Dernière question, parce que je vois le temps file. On demandait où en était l'écriture du prochain, tes projets. Est-ce que tu as déjà envie de nous dire un petit mot là-dessus ? Parce que là, il y a de l'actualité bien chargée, mais j'imagine que tu travailles déjà. Je vais dire un truc que certaines personnes savent déjà, mais j'ai eu un gros souci de santé avec le Covid, cette saloperie de pandémie qui m'a un petit peu affaibli pendant un petit moment. Donc j'ai un peu moins écrit que j'aurais dû. Mais là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et j'écris, je rattrape mon retard. Je suis en plein milieu de l'écriture du prochain. Voilà. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais ce sera la lignée de Vendicta, de tous ces livres-là, de très gore, ce sera du slasher à nouveau, parce que c'est mon truc. En fait, je suis très fier de ce que j'écris, mais j'ai pas fini. Donc j'en parlerai dans quelques mois quand il sera finalisé. Et tout ça sur les réseaux sociaux. Encore un peu de patience, mais vous avez de quoi lire, parce qu'il y a plein de pages dans ces livres. Et on a des candidatures de plus en plus. Donc, je serais heureux de crever à travers votre plume, mais de façon gore, juste pour savoir ce que ça fait. Mais j'ai une communauté géniale, j'adore. Merci d'être là. Vous mettez de la joie dans mon jeudi soir.
Avant d'accueillir David, donc prépare-toi David, on est à toi dans une minute. Je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de ta boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage? Et puis on accueille David ensemble. Lisez des livres, vivez intensément tout, et regardez des illustrations extraordinaires comme celle de David. Consommez de l'art, voilà. Consommez du divertissement, de l'art. Rendez vos vies plus grandes. Voilà ce que je pourrais dire aux gens. Et je vous salue tous et toutes. Et à partir de demain, je pense que sur Facebook ou autre, il va y avoir un groupe « Je veux être tué par Cédric Cyr ». Je veux voir ça, en revanche. Ouais, ça me fait... on veut tous... bizarre, je l'ai pas, mais pas ça encore, mais je veux voir ça. Ouais.